2 juin, ciné-concert de 18h au théâtre de Fontainebleau. Ok. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue. Vous êtes ici pour assister tout d'abord à un film, à une projection, et puis après un court débat. C'est organisé par les élèves du Master 2 d'Histoire du cinéma de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et vous allez avoir des musiciens qui viennent de l'IMEP, qui est une école parisienne de jazz. Et donc je vais laisser quelques mots à un des professeurs du master pour vous en raconter un peu plus. Bonne projection à tous. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Donc, je suis Dimitri Véziroglou, je suis enseignant donc, dans le master d'histoire du cinéma de l'Université Paris 1. Et ce à quoi vous allez assister, c'est à une séance donc, de ciné-concert, un film donc, muet accompagné musicalement, avec une création originale que nous devons à la musicienne Zoé Muraccioli qui a composé la musique et avec son ensemble de 6 instrumentistes qui vont l'interpréter devant vous sur scène en même temps que la projection du film. Alors c'est un projet qui est cette programmation qui est qui fait partie d'un projet pédagogique, donc en Master 2 d'Histoire du cinéma, sur la valorisation du patrimoine cinématographique. Et les étudiantes, les étudiants ont eu pour charge de valoriser cette copie d'un film ancien qui a été récemment restauré. Donc notre partenaire, on le fait ça tous les ans, le premier partenaire c'est le CNC, le Centre du cinéma et de l'image animée, qui met à disposition un film de nos collections. De ces collections, pardon, à notre disposition, et pour qu'on le puisse le valoriser. Et le deuxième partenaire, bien sûr, le Festival de l'Histoire de l'Art, qui nous permet d'inclure cette valorisation dans sa programmation. Donc nous choisissons un film, évidemment, en lien avec soit la thématique, soit le pays invité du Festival de Fontainebleau. Cette année, nous avons choisi un film en rapport avec le pays invité, la Belgique, puisque vous allez assister à la projection d'un film belge de 1913, un film de production belge, réalisé en Belgique. Vous allez le voir, vous allez voir des beaux paysages flamands. Et un film réalisé alors par un réalisateur français, hein, mais la société est une filiale belge de la société Pathé. En septembre, à l'été, il a réalisé à l'été 1913, voilà. Et je vais laisser donc les étudiants vous le présenter. Je suis très fier de leur laisser la main et de le présenter pour vous et du travail qu'ils ont accompli. Donc alors ils ont réalisé une affiche, ils ont réalisé un livret que malheureusement pour des raisons de bugs d'impression à l'université, nous n'avons pas pu vous délivrer, mais que nous mettrons, je pense, sur le site du festival, que vous pourrez retrouver un livret d'accompagnement avec tout un tas d'explications, dont certaines que vous aurez après le film, si vous restez discuter avec nous. Et donc un ensemble de travaux, de recherche sur ce film pour le valoriser auprès du public d'aujourd'hui, c'est-à-dire vous. Virgile Bouvray, donc, qui est l'un de ses étudiants, va venir vous en dire un peu plus et lancer un petit avant-programme qu'il a concocté pour vous avec un autre de nos partenaires qui est le CPAD, l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, puisque, donc, vous l'avez compris, c'est un film sur la guerre et que le réalisateur a lui-même, quelques mois plus tard, participé à la guerre. Je vous laisse Virgile en parler. Alors bonsoir déjà, merci beaucoup d'être venu ce soir pour ce ciné-concert assez particulier pour nous, parce qu'il clôture, en tout cas pour les étudiants de Paris 1 du Master 2 d'Histoire du cinéma, il clôture un petit peu notre cycle d'études. Donc ça a quelque chose d'un petit peu symbolique de terminer ça dans un beau lieu de théâtre pour cette projection. Avant de vous faire une petite introduction donc sous forme de pré-programme réalisé à partir d'archives de l'ECPAD, je vous narrerai un petit peu quelques exploits et un petit peu le début de la vie de Alfred Machin pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance assez particulière de sa filmographie. Mais avant, j'aimerais bien présenter les musiciens qui vont jouer devant vous ce soir.
Donc j'aimerais bien, j'espère qu'elle, oui, je crois qu'elle est là derrière. Je vais appeler Zoé Muraccioli qui va pouvoir vous détailler un petit peu la formation qui va jouer devant vous ce soir. Zoé Muraccioli, la compositrice. Bonsoir. Alors nous avons Nao Kokri à la batterie, Alexandra Komnos à la basse, Constantin de Massé au piano, Léo Laurent à la trompette, Nathan Kuperminck à la clarinette et John Parker au violon. Bon, c'était une courte présentation, c'était avant tout pour vous les présenter avant qu'ils jouent devant vous. Et moi, du coup, pendant ce temps, un petit peu avant de débuter cette séance de ciné-concert, je vais vous présenter un petit peu qui est Alfred Machin. Je vais juste chercher mes notes, 2 secondes. Excusez-moi, c'est pour être précis un petit peu. On est dans un lieu de culture, donc autant être précis sur qui vous allez avoir affaire. Donc, Alfred Machin, qui est le réalisateur du film que nous allons voir ce soir, qui s'appelle Maudite soit la guerre, un film qui a été réalisé en 1913, c'est à bien des égards un homme de son temps, qui a joui des avantages du français métropolitain, pour qui le monde entier est accessible par le biais de l'empire colonial français. Avant de tourner le film que nous allons voir ce soir, sa carrière d'opérateur, il faut le savoir, est déjà bien entamée. Dans sa jeunesse, il est parti pour 4 ans dans les colonies d'Afrique du Nord, donc à 17 ans en 1894, et s'engage auprès des spahis au sein des régiments du coup coloniaux. Puis il devient par la suite photographe en 1907, puis ensuite opérateur pour Pathé, et enfin sillonne le Nil et d'autres pays d'Afrique australe. Et au fil de ses voyages, dans sa jeunesse, se spécialise tout particulièrement dans les films de safari et de chasse. Mais ce qui fait la particularité d'Alfred Machin, et ce que vous allez pouvoir constater en tout cas ce soir, c'est qu'il a une approche très particulière, en tout cas de la chasse, et puis de l'humain dans cette institution guerrière qu'est la chasse, puisqu'il ne se cantonne pas du tout de montrer le moment de la mise à mort de l'animal. Dans Chasse à la panthère en 1909, il va montrer le départ de l'équipage, conscient ou non de la hiérarchie sociale entre les hommes. Il va montrer tout ça. Il montre la lutte de l'animal pris au piège et sa beauté tout autant que l'habileté du geste de l'homme choisi pour dépecer la dépouille de la panthère après l'avoir tuée. Son regard donc est naturaliste et montre la chasse comme un rite très humain, autant que comme le triomphe d'une puissance technique sur une force naturelle. Il se garde bien de donner son avis sur le sujet, et en même temps, à l'époque, la chasse n'était pas vraiment un sujet. Donc, et je vous invite donc à aller voir ce film qui est disponible en ligne. Ce sera une bonne continuation de notre soirée dédiée à Alfred Machin. Chasse à la panthère est disponible donc sur YouTube. Mais cet humanisme dont je viens de parler, ça va être un petit peu le fil rouge de cette soirée. C'est un bon point de départ finalement, car à son retour aux Pays-Bas, après ses grandes excursions africaines, Alfred Machin, après un court passage aux Pays-Bas aussi, est promu réalisateur pour Pathé dans leur filiale belge. Alors un Français en Belgique, forcément ça crée des choses peut-être inattendues. Il développe loin de Paris tout un univers visuel très ancré dans les paysages des Flandres. On y retrouve des moulins, et ça je pense qu'il faut le garder en tête parce qu'on va en voir beaucoup ce soir. On voit les paysages plats et les costumes typiques en tout cas des Flandres. C'est dans cette période qu'il va réaliser en 1913 Maudite soit la guerre, qui est issue de cette vie en Belgique, prise en étau entre les 2 puissances industrielles du vieux continent prêtes à en découdre. Alors, lorsque la guerre éclate, nécessairement en 14, on lui demande de devenir opérateur pour le SPCA, Service de photographie et de cinématographie des armées. Dans cette nouvelle institution, il va continuer à choisir ses sujets, et il y a une vraie cohérence qui va se dégager de ces films que l'on sait venir de lui, parce qu'il y en a beaucoup qu'on ne pourrait pas attribuer, mais sur ceux qu'on sait venir de lui, qui sont 60, j'ai fait une petite sélection de sa filmographie, et on peut dégager quelques traits: son humanisme, son regard fasciné pour le monde animal d'une certaine façon, sa faculté de retranscrire le folklore des endroits qu'il filme,
et bientôt avec le film que l'on va voir ce soir, son pacifisme. Alors je vous laisse constater ça par ce court pré-programme qui va préfigurer du film que nous allons voir ce soir. Merci beaucoup et bonne séance.
Je crois qu'on peut encore les applaudir pour cette... C'est bon. Donc nous avions Nao Kokri à la batterie, Alexandra Komnos à la basse, Constantin Demassé au piano, Léo Laurent à la trompette, Nathan Kuperminck à la clarinette et John Parker au violon. Ah oui, ouais. Et Zoé Muraccioli à la composition et en chef d'orchestre. Et à la direction. Bon bah, merci déjà. Je pense au nom déjà de tous les étudiants du Master 2 de Paris 1, on voulait vous remercier, les musiciens et musiciennes, d'avoir pris part à ce projet. Et avec brio, il faut le dire, et d'avoir été aussi engagé. Et c'était pas facile tous les jours, et on le sait. Il y a eu bien des tracas, mais au bout, comme quoi ça paye. Et merci encore à vous. Voilà. C'est gentil. Donc, ce que nous allons vous proposer là maintenant, c'est qu'avec Alice Riesacher, qui est à mes côtés, là, on va peut-être revenir un petit peu sur ce qu'on vient de voir, parce que ça mérite d'être un tout petit peu discuté. Je ne sais pas si peut-être certains ont des questions sur ce qu'on a vu, sur Alfred Machin, qui est donc le réalisateur du film, sur la musique, qui est donc une composition originale de Zoé Muraccioli. Donc voilà, s'il y a une personne qui a une question, une réflexion, n'hésitez pas. Et sinon, on commencera peut-être un petit peu à discuter, et on va discuter de ça pendant quelques dizaines de minutes, voilà, pour bien conclure et terminer tout doucement cette soirée. Voilà. Quelqu'un a une question, une réflexion, une intervention? Non? Ok. Donc, du coup, peut-être qu'on peut commencer par dire pour revenir un peu sur l'histoire du film, que ce film a été réalisé en 1913, donc avant la Première Guerre mondiale, et on peut y voir une sorte de film d'anticipation ou de science-fiction, parce que ce film met en scène une guerre qui est en fait très moderne, avec l'aviation, avec des moyens techniques qui viendront... qui se réaliseront justement pendant la Première Guerre mondiale. Et donc ça, déjà, c'est un point qui est assez frappant dans ce film. C'est vrai on serait presque tenté de dire que c'est mon Dieu, c'est plus que visionnaire. Il avait les clés peut-être en avance de ce qui allait se passer. Il était voyant. Non, c'est qu'il y a un contexte très particulier dans lequel est Alfred Machin à ce moment-là. C'est que, comme j'ai pu le dire dans le pré-programme, il est directeur de la filiale belge de Pathé. Ce qui veut dire que ça fait plusieurs années qu'il vit dans les Flandres et un petit peu partout en Belgique. En tout cas, il a des tournages dans son studio et un peu partout en Belgique. Et donc vu de Belgique, l'antagonisme franco-prussien, en tout cas franco-allemand, se ressent d'autant plus. Et donc c'est un petit peu la traduction en un film de ces angoisses-là en tant que Belge, de voir les deux puissances industrielles de l'époque à couteau tiré. Voilà. Et aussi, on peut rajouter que le film a bénéficié de la participation de l'armée belge. Donc, vraiment, la Belgique a été impliquée dans ce film. Et donc, comme disait Virgile, c'est un peu un film qui anticipe sur la Première Guerre mondiale, mais on peut voir aussi le reste de l'ancienne conception de la guerre, comme elle a pu être faite pendant des siècles, avec un peu les valeurs de sacrifice, d'honneur qu'on peut retrouver dans le film, et aussi les moyens, la façon de faire la guerre traditionnelle, c'est-à-dire la cavalerie, le combat presque au corps à corps sur le champ de bataille.
Et donc c'est un peu un film qui est entre les deux, qui est entre cette conception traditionnelle et les progrès techniques qui feront de la Première Guerre mondiale une guerre vraiment industrielle. Oui, mais tout à fait. Et donc c'est ça qui est assez frappant dans ce film, vous l'aurez vu, c'est qu'il est beaucoup question d'honneur, il est beaucoup question de servir sa patrie. Et donc c'est un film qui est éminemment pacifiste dans l'âme. Je pense que vous l'aurez vu, vous l'aurez senti. Et ce qui est assez étonnant, un petit fait rigolo sur ce film, c'est que en 1913, quand il sort, donc, il s'appelle « Maudite soit la guerre ». Si en 1913, ça va encore de dire « maudite soit la guerre », en 1914, 1915, ça devient un petit peu plus compliqué de l'assumer publiquement. Et donc le film, pour continuer d'être exploité, va changer de nom. Et de « maudite soit la guerre », il va passer, on va le surnommer, enfin le nommer « mourir pour la patrie ». Il va devenir donc un petit peu un fer de lance justement de cet idéal de mort pour la patrie, d'honneur. Et donc voilà, c'est un petit peu ce film vraiment. Nous, en tout cas, on l'a senti comme ça quand on a travaillé dessus. On a fait pas mal de recherches avant cette séance. Et c'est un peu ce qui est ressorti de toutes ces recherches, c'est qu'il est vraiment au carrefour entre deux mondes. Un monde peut-être plus ancien, de l'Ancien Régime, des duels, d'un idéal chevaleresque, pas chevaleresque, mais des batailles rangées, en tout cas, qu'on a encore pu connaître durant le XVIIIe, et les débuts de la guerre industrielle telle qu'elle se conçoit et telle qu'elle se fabrique en fait à partir de la Première Guerre mondiale. Donc avec les bombardements, avec l'aviation militaire, avec tout ce que ça implique de déshumanisation des corps en guerre. Donc c'est un peu ce qu'on voit là, c'est qu'on voit tout autant des batailles bien rangées avec de la cavalerie que des bombardements, de l'aviation, et donc ça crée un mélange qui situe le film un peu entre deux époques. Et ce qui nous mène aussi à la musique. Pourquoi du jazz ? Pourquoi avoir fait ce choix-là ? Et ben c'est un petit peu, ça participe aussi de cette bascule entre deux époques. Voilà. Oui, en fait, on a choisi, on a fait appel aussi aux élèves d'une école de jazz parce qu'on trouvait que c'était une manière intéressante de mettre en valeur ce film. Premièrement parce qu'on sait que le jazz s'est popularisé en France pendant la Première Guerre mondiale avec l'arrivée de soldats américains, notamment des Harlem Fighters, qui était un bataillon de soldats afro-américains et qui ont du coup amené cette musique en Europe. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a fait ce choix et aussi pour l'altérité que ça amène au film en fait. C'est des standards surtout des années 30 et 40 que Zoé a utilisé pour composer la musique. Et voilà, donc on trouvait que ça apportait quelque chose de nouveau au film, un peu comme la guerre qui survient de manière inattendue dans l'intrigue. Voilà. Et aussi un bon moyen de mettre en avant le côté anticipation du film avec une musique qui n'est pas exactement de la même époque. Et du coup, Zoé qui est toute la formation donc, est formée en jazz, et donc si vous y connaissez, alors moi c'est pas mon cas, je m'y connais pas bien en jazz, mais apparemment elle a beaucoup réutilisé, en tout cas elle s'est beaucoup aidée de standards de jazz des années 30 et 40, et donc il y avait cette bascule possible aussi de se dire que le jazz dans le film représente aussi cette altérité de la guerre, cette nouveauté, cette chose un petit peu imprévue qu'on n'avait pas prévue. Enfin, c'était imprévu qu'on n'avait pas prévu, merci, la tautologie. Cette chose qu'on n'avait pas prévue de la guerre, qu'on pensait courte, qu'on anticipait peut-être, mais qu'on n'anticipait pas de cette ampleur-là. Et donc, le jazz, c'est un petit peu cette altérité qu'on ne sentait pas arriver. Et donc, je ne sais pas ce que vous en avez senti, mais ce que j'aime bien, en tout cas, dans le travail qu'a fait Zoé sur la musique et tout le band, c'est qu'elle n'est pas du tout redondante avec l'histoire. Il y a des moments qui swing et pourtant qui montrent des vrais moments de mélodrame, des moments de guerre qui sont presque rendus légers, mais qui permettent de prendre une certaine distance
contrairement à beaucoup de bandes sonores aujourd'hui qui sont souvent redondantes entre l'image et le son, qui viennent remettre une couche de ce qu'on voit déjà à l'image. Et j'aime beaucoup le travail, et je tenais à le dire, en tout cas de Zoé, pour ça, c'est que je trouve qu'elle permet de mieux se rendre compte un petit peu de toute la grammaire des images et de tout le mélodrame que réussit à contenir Alfred Machin dans son film. Et donc en parlant du mélodrame. En parlant du mélodrame. Et oui, et juste pour revenir sur la musique, c'était aussi un choix de Zoé de laisser des moments de silence, donc en particulier dans les moments de bataille ou de combat d'aviation. Elle a tenu à laisser des moments de silence pour que justement on puisse se rendre compte de la gravité un peu des images et de ce qui se passe à l'écran. Et je trouve que ça c'est aussi très réussi, ça permet de mettre en avant certains moments du film. Et pour revenir sur le mélodrame, donc ce film est clairement un mélodrame. Il y a vraiment une histoire d'amour qui se construit, mais qui est détruite par la guerre. Et donc voilà, ça a un caractère absolument tragique. Et on s'est dit que Alfred Machin avait sûrement aussi décidé de mettre en scène des familles plutôt de la classe bourgeoise, enfin des familles plutôt bourgeoises. Ce qui fait écho au mélodrame traditionnel ou même à la tragédie en fait, où c'est souvent des personnages nobles, et en fait c'est une sorte de transposition de ce genre dans l'époque de Machin, où en fait le chevalier, le cavalier serait un aviateur, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure en réfléchissant sur le film, mais qu'il y a une sorte de transposition de ce genre-là, ce genre théâtral dans le film de Machin. Et donc, ce qui fait écho aussi à ce qu'on disait tout à l'heure avec les valeurs traditionnelles de la guerre qui sont quand même mises en avant dans le film, malgré l'espèce de changement de paradigme avec l'aviation, les moyens techniques et tout ça. Mais il y a toujours ce sacrifice, ce côté tragique qu'on ne peut pas éviter. Et les personnages, à aucun moment, ne vont essayer d'échapper à leur destin qui est d'aller combattre l'un contre l'autre. Donc ça a vraiment un caractère tragique et fatal. Après ce qu'on a un petit peu amorcé avec tous les sujets qu'on a pu évoquer, peut-être que ça vous vient, on ne voudrait pas monopoliser. Ah, vous avez peut-être une... Merci. Oui, tout à fait. C'est un autre point, c'est vrai, qu'on voulait aussi aborder dans cette présentation. Ouais, ce film est une super production pour l'époque. Il a probablement coûté très cher. Et justement, ce qu'on disait aussi, c'était la participation de l'armée belge qui a pu fournir déjà des figurants, des acteurs et sûrement du matériel. Après, on ne sait pas trop dans quelle mesure l'armée a participé à tout ça, mais effectivement, il y a eu les effets spéciaux et les destructions sont assez impressionnantes. Tout à fait. Mais alors, c'est une colorisation par aplat de couleurs ou par pochoir. Ça se voilà. Mais tout à fait. Vous faites bien de le dire parce qu'il existe plusieurs copies de ce film. Et alors, grand honneur pour nous de vous présenter celle-ci en particulier parce que c'est la plus belle copie. C'est la copie avec les couleurs les plus chatoyantes, très colorisée. Très, très coloré. Et c'est un vrai plus, hein, parce que pour l'avoir vu aussi, c'est disponible en ligne, il ne faut pas le dire, mais c'est disponible en ligne en noir et blanc, sans aucune colorisation, disons, d'origine. Et on sent quand même que ça a été pensé pour un moment être colorisé. Il y a certains passages, notamment, vous voyez, quand il y a des bombardements et que ça clignote en rouge, on sent que c'est vraiment pensé, c'est une codification qui n'apparaît pas du coup dans la version sans couleur. Mais voilà. Mais donc. Oui. En fait, on parlait de colorisation, mais les couleurs sont d'origine. Et donc, quand il y a la scène d'aéronef, effectivement, d'explosion, le fait de mettre l'image dans un bain rouge, c'était ce qu'on savait faire quand on voulait mettre de la couleur dans certains films. Là, la particularité du film, c'est la colorisation au pochoir. Oui.
C'était une première, ça pour le coup, je ne le savais pas. Mais oui, du coup, c'est assez exceptionnel et ça justifie d'autant plus le statut de superproduction qu'a donc Maudite soit la guerre, parce qu'on a pu aussi voir des articles de presse relatant un petit peu la sortie, non pas relatant la sortie, mais disons rapportant la sortie de ce film, même jusqu'aux États-Unis, et souvent du coup dans les articles qui rapportent la sortie de ce film est souligné le fait que c'est un film à gros moyens, très impressionnant en tout cas pour l'époque. Effectivement, il suffit de se dire qu'on voit voler plusieurs avions à la fois dans le ciel, faire des acrobaties pour le simple regard de la caméra, alors que l'avion n'est pas quelque chose de si commun que ça à l'époque. Donc, comme on l'a dit, c'est grâce justement à l'aide des militaires belges, de l'armée belge, mais une production en tout cas de cette ampleur à l'époque est vraiment exceptionnelle. Et donc, même si ce film est peut-être un petit peu oublié de certains manuels d'histoire du cinéma aujourd'hui, il est quand même très très important et il a sans doute en tout cas marqué l'œil de ceux qui l'ont vu à l'époque. Voilà. C'est Pathé. Oui, voilà. C'est ça. La branche belge du coup de Pathé, tout à fait, dont Alfred Machin avait la charge. Il n'était pas coopérateur, réalisateur, il dirigeait, directeur artistique de cette. Il y a une anecdote, quand les frères Pathé l'envoient à Bruxelles pour diriger la Belge Cinéma Film, il est avec la panthère Mimir qu'il avait ramené d'Afrique. Et il tournera son premier court-métrage à Bruxelles. Pardon. Donc je disais que quand les frères Pathé l'envoient à Bruxelles en 1912 pour diriger la Belge Cinéma Film, donc il est chargé à la fois de diffuser les films Pathé dans les salles belges et à l'époque la distribution en Belgique est encore essentiellement foraine, même s'il y a quelques grandes salles à Bruxelles, dont le Pathé Palace. Il y a toujours la façade boulevard Anspach à Bruxelles. Et il est arrivé à Bruxelles avec sa panthère Mimir, qu'il avait rapportée d'Afrique. Et son premier court-métrage, c'est On a enlevé le Mannequin Peace, qui est une petite comédie où effectivement la panthère Mimir vole le Mannequin Peace et elle est poursuivie par une horde de gendarmes belges qui la coursent à travers un cirque. Et effectivement, pour l'époque, en 1911, c'était effectivement assez exceptionnel. Vous êtes spécialiste de Machin ? Non, mais... tout à fait, mais du coup ce que vous nous dites justement permet de faire un petit peu une transition, c'est que donc là on a vu un mélodrame de Machin, mais comme vous avez pu peut-être le deviner dans le pré-programme, Machin ne se cantonne pas du tout à des mélodrames et même réalise à plusieurs reprises donc des comédies qui flirtent même avec le slapstick à des moments. On avait vu un film avec un barbier, une personne, un film où du coup, qui parle d'un pauvre homme qui se retrouve forcé à devenir chauve pour échapper à la sentence de son peut-être futur beau-père. C'est toute une histoire un petit peu presque de boulevard, quoi. Mais donc il y a plein de films qui sont très drôles. Donc la palette de Machin n'est pas du tout restreinte au mélodrame. Et donc voilà. C'était ce qu'on essayait aussi de vous montrer par le. Je crois pas en avoir vu beaucoup, hein, non. Au contraire. Mais du coup, après la Première Guerre mondiale, il a été tellement horrifié par ce qu'il a filmé pour l'armée française qu'il ne croit plus en l'humanité. Et du coup, il s'installe à Nice, à côté des studios de la Victorine, et il ne va tourner que des films avec des enfants et des animaux, et qui sont des films d'une cruauté
que la SPA ne permettrait plus, ne permettrait pas, et que les animalistes seraient complètement horrifiés. Il y a notamment un film qui s'appelle Bêtes comme les hommes, qui est un très long métrage, qui est un de ses derniers films. Et effectivement, la fin de son œuvre n'a rien à voir avec les films qu'il a pu tourner en Belgique, ou La fille de Delft, qui est l'autre grand long métrage en noir et blanc qu'il a fait pour la Belge Cinéma Film. Oui, mais on sent déjà une vraie affinité avec les animaux dès le début de sa carrière. Bon, bien sûr avec ses films de chasse, mais comme vous le dites, avec sa panthère, ce qui est quand même pas banal d'avoir une panthère apprivoisée. Donc Mimir, qui devient une vraie star en Europe, en Belgique, puis du coup dans le sud de la France, une fois qu'il a son studio près de la Victorine. Donc nous, on a eu un peu moins accès à ces films-là. Vu que c'était vraiment après notre période, la période qui nous intéressait, on s'est aussi pas mal focalisé sur ce qu'il a fait au sein du SPCA, donc Service photographique et cinématographique des armées françaises, donc cette fois-ci, où il était envoyé par la société Pathé en tant qu'opérateur, et donc il a couvert vraiment tous les fronts de la Première Guerre mondiale, enfin tous les fronts, l'arrière, et il avait vraiment une habitude donc de montrer les coutumes, les habitudes des différents régiments, des différentes ethnies qui pouvaient composer donc l'armée française et ses alliés à ce moment-là. Donc comme on a pu voir, on a des Canadiens, il y a les spahis algériens, mais on peut aussi trouver d'autres régiments donc coloniaux. Et à chaque fois avec une envie et vraiment et un regard toujours très, enfin, alors je m'avance peut-être en disant ça, mais presque tendre sur la façon dont les hommes vivent. Et donc c'est assez rafraîchissant. Donc pour avoir travaillé un petit peu sur les archives de l'ECPAD, donc c'est-à-dire les archives de la défense, voilà, les images que prend Machin pendant cette période de la guerre-là sont assez rafraîchissantes, donc parce qu'elles sont très humaines. Elles cherchent toujours de l'humanité dans cette guerre qui ne fait que dépenser des vies dans tous les sens, et jusqu'à des extrémités comme des batailles très connues comme Verdun, dans lesquelles des milliers et des milliers de personnes, des millions de personnes vont perdre la vie. Voilà. Et donc c'est assez intéressant de voir que tout en l'ayant un petit peu vu arriver, cette guerre, il réussit tout de même à retrouver l'humanité à l'intérieur même de celle-ci. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question ou une remarque? Non? Non, je pense qu'on va pouvoir conclure, et en vous remerciant d'être venu, d'avoir assisté à ce ciné-concert pour le Festival d'Histoire de l'Art de Fontainebleau, en partenariat donc avec l'Université Paris 1, le CPAD, l'IMEP aussi. Merci encore à eux d'avoir permis de faire des répétitions dans leurs locaux. Et voilà. Et le CNC, bien sûr, qui nous prête la copie quand même, il ne faudrait pas oublier, même s'il n'est pas logotypé. Merci beaucoup. Merci beaucoup.